Quand je voyais les étudiants qui travaillaient dans les grandes banques d'affaires en large cap, je me disais jamais je ferais ce métier-là, c'est vraiment un métier de débile. Et en fait, l'histoire a tourné autrement. Il ne faut pas oublier que la M&A, c'est un métier de conseil. Et quand on fait du conseil, finalement, on a trois choses. On a des clients, des équipes et des bureaux. Quand on compare le métier à vos débuts et le métier aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé ? Ce qui n'a pas changé, c'est que à la fin, c'est 80% d'humains quand même. Tous les stagiaires qui sont au bon niveau et qui s'inscrivent dans le projet de l'entreprise avec le bon ADN, on les recrute. Bonjour Michel Degric. Bonjour. Michel Degric, vous êtes le président d'Investec Advisory France et vous dirigez aussi les activités M&A européennes d'Investec. Un grand merci de partager votre histoire dans le Career Insight, le podcast de Training You, et aussi un grand merci de nous accueillir dans vos locaux, ici, chez Investec Advisory en France. Vous allez nous raconter l'histoire du zèbre un peu plus tard, vous n'allez pas y échapper. En tout cas, on est ravis de pouvoir tourner cet épisode ici dans vos bureaux. La première question du podcast est toujours très générale. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter les grandes étapes de votre parcours ? Très bien, écoutez, ravi de participer à ce podcast. Michel Degric, donc j'ai effectivement créé ma structure en mars 1999, donc ça date, ça fait donc 27 ans. Le tout début de l'histoire, c'est j'étais étudiant à l'ESSEC, et quand j'étais à l'ESSEC, j'accompagnais des entrepreneurs donc entre 96 et 99 dans les prémices de ce qu'était le monde de l'Internet. Et au moment où ça s'est vraiment accéléré, avec deux copains, on a créé une structure pour faire la levée de fonds et accompagner ces startups. On était payés en titres et en BSA des sociétés qu'on accompagnait. Et puis après l'explosion de la bulle, on s'est restructuré, recentré sur une toute petite équipe, puisqu'on était 3. Et on a commencé à faire du conseil en fusion-acquisition sur des opérations de toute petite taille. Et à partir de là, on a tiré la pelote. On a beaucoup accéléré à contre-courant de la crise 2008-2009 en travaillant pour des très grands groupes sur lesquels on vendait des actifs, des filiales non stratégiques. Et puis ensuite, on a eu une phase d'internationalisation pour grandir et donc compter dans l'équipe ici à Paris une quarantaine de professionnels. Et nous sommes 150 professionnels M&A en Europe depuis que l'on a rejoint Investec, qui est notre partenaire depuis 10 ans. Alors, je vais revenir à la jeunesse de votre parcours parce que c'est assez original. Vous créez en 1999, vous l'avez rappelé, à 22 ans, votre propre boutique indépendante de conseil financier qui s'appelle Capital Partner. Et vous l'aviez rappelé, encore étudiant à l'ESSEC, vous avez commencé à accompagner des entrepreneurs dans leur levée de fonds. Comment est née cette aventure ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ dans cet univers ? Et quelle était votre ambition initiale ? J'imagine que la période de la bulle Internet a aussi joué dans votre envie d'accompagner ces entrepreneurs ? Ouais, tout à fait. En fait, j'avais pas de vocation entrepreneuriale depuis que je suis petit. Je me dis pas je vais être entrepreneur un jour, pas du tout. Surtout à l'époque, quand je voyais les étudiants qui travaillaient dans les grandes banques d'affaires en large cap, je me disais jamais je ferais ce métier-là. C'est vraiment un métier de débile. Et en fait, l'histoire a tourné autrement, et c'est d'abord une rencontre de personnes avec ce caractère très entrepreneurial de l'époque Internet. Et cette époque du web, il y a eu une espèce de ruée vers l'or et d'excitation extrêmement forte. Pour vous donner une idée, je crois que le BCG a perdu 40% de son effectif en 2000, qui est parti dans des startups. Donc tous les grandes banques d'affaires, les groupes, les cabinets de conseil, en fait, ils perdaient leurs équipes parce que tout le monde se disait que c'était une révolution et qu'il fallait partir là. Et donc, il y avait énormément d'énergie, énormément d'engouement. Alors, ça a créé une bulle, mais c'est ça qui a permis aussi de se lancer à ce moment-là sans avoir de track record particulier. Mais c'était un monde nouveau et c'était très accepté. C'était plus une opportunité pour vous, plus qu'une vraie volonté depuis longtemps que vous aviez de créer votre structure. Exactement. En fait, ça s'est fait parce que, en commençant à accompagner des startups, assez vite, ça a marché. Et donc, comme ça marchait, que les clients étaient contents et que ça fonctionnait,
Et ben, à partir de là, ben, on a envie de grandir, on a envie de structurer, on a envie de faire quelque chose qui marche. On a envie d'essayer plein de choses, on est parti un peu la fleur au fusil, mais Alors comment on fait qu'on a 22 ans seulement pour créer sa propre structure et pour trouver ses premiers clients? bah, les premiers clients, en fait, sont venus au départ parce qu'on était, enfin, je faisais partie d'une JE à l'ESSEC qui s'appelait ESSEC Initiative, qui accompagnait des entrepreneurs. Alors la moitié à l'époque, c'était du social. On accompagnait, de la réinsertion, par la création d'entreprise, et l'autre moitié, c'était un travail plus de junior entreprise, dans lequel on était rémunérés. Et en fait, ben, le sujet est venu de cette façon-là, c'est-à-dire que des entrepreneurs sont venus taper à la porte. Il y a un ancien, qui finançait une start-up qui nous a demandé si on pouvait l'aider, et puis, ça s'est fait de façon assez naturelle. Et après, comme il y avait un énorme engouement et que les start-upers, cherchaient, des acteurs, pour les accompagner, et que, pas grand monde avait de l'expérience, et que les parcours, d'entrepreneuriat n'existaient pas à l'époque dans les écoles de commerce, et ben, ça s'est fait de cette façon-là. Voilà. Et au début des années 2000, il y a l'éclatement de la bulle internet, et ce monde-là, s'érode un petit peu. Comment vous avez repositionné, votre structure et comment se sont déroulées, ces premières années dans les années 2000 Alors de Capital Partner? pour le coup, la période 99-2001, ça s'est très bien passé. On a fait de la croissance, c'était un monde assez débridé, c'était beaucoup la fête. C'était très exaltant. Et puis enfin ça a vraiment complètement tourné après le crash des tours, en septembre 2001, et la bulle a explosé à partir de là extrêmement rapidement. Donc on pouvait plus vraiment lever de fonds. Le monde des startups et le track record enfin tout ce qu'on avait créé, c'était très décrié. Donc en fait, on n'avait pas grand-chose sur lequel on pouvait, capitaliser. Donc on était une dizaine dans l'équipe à l'époque. Donc on a réuni l'équipe, on a expliqué, la manière dont ça se passait. Ça s'est très bien passé parce qu'on s'entendait bien et puis on n'était pas, responsable de ce retournement de marché. Et donc les différentes équipes sont parties. On est resté à 2 associés à l'époque, et puis on a, l'un de nos jeunes salariés de l'époque, qui est Jean-Arthur Daté, qui a levé la main, qui a dit: «Ben, si tu veux, je diminue mon salaire par 2 pendant 6 mois et puis on verra», bah, il est toujours là aujourd'hui, c'est notre associé qui est en charge de la tech. Alors la boutique a poursuivi son développement. On va faire un grand bond en avant, de 10-15 ans. En 2014, Capital Partner se rapproche de Blue Mind Corporate Finance, qui est une autre boutique indépendante pour former Capital Mind, hein, Tout à fait, le c'est nom la est issu contraction des 2 noms. exactement, voilà. Pourquoi ce rapprochement a été, pertinent à ce moment-là? En fait, si on retourne un petit peu en arrière, 2002, on se restructure, on est 3, on reste 3 jusqu'en 2007, donc c'est long. On n'avait pas de track record, on était hyper jeunes, enfin, c'était difficile de trouver des clients. Mais on accroche un certain nombre de clients, dont certains sont toujours clients aujourd'hui. Et c'est la belle partie de l'histoire. On commence en fait à accompagner un premier grand groupe qui était Areva, en 2007. Et ensuite, en fait, au moment de la crise 2008-2009, les grands groupes se séparent de pas mal de petites activités non stratégiques, et on travaille pour Air Liquide, pour Decathlon, pour le groupe Avril, par exemple, donc pour Schneider Electric, pour Volvo, donc pour tout un certain nombre de groupes. Et complètement à contre-courant de la crise, on a un développement qui est assez fort, et donc on est 10 fin 2009, alors que le marché du M&A était complètement en berne, c'était une catastrophe. À ce moment-là, ces grands groupes, qui étaient très contents, mais qui raisonnaient pas France, mais plutôt Europe, nous ont demandé de travailler un peu partout. Donc on a travaillé, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Finlande, en Grèce, dans vraiment un peu partout en Europe pour ces grands groupes. Et on est devenu un acteur cross-border sur du very small cap de l'époque, à une époque où les boutiques européennes n'existaient pas. Mais on a vu que le marché était vraiment en train de changer, et donc on a rejoint en 2010 un réseau international. Et puis ensuite, on s'est dit qu'un réseau avait beaucoup de limites, qu'il fallait qu'on s'intègre et qu'on devienne un acteur pan-européen. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rapproché de l'équipe de Blue Mind, qui faisait partie de ce réseau et avec lesquels on travaillait depuis quelques années.
Donc on a fait une première opération dans laquelle l'équipe de BlueMind a rejoint l'aventure et on est devenu Capital Mind. Et puis ensuite, on a récupéré une équipe au Danemark, une équipe en Allemagne qui faisait également partie de ce réseau, et une équipe à Zurich. Et donc ça s'est fait sur quelques années, pour que l'on devienne un acteur pan-européen. Et en même temps, on a lancé la sectorisation de nos équipes parce qu'on voyait que c'était vraiment les 2 grandes tendances, hein, le cross-border et la sectorisation, pour être plus spécialisé, plus fort et mieux connaître en fait les stratégies des acteurs. Et donc c'est ça qui a été assez structurant de notre développement, et qui a été un peu le fil conducteur. Quand on passe d'une boutique, purement française au départ à une plateforme européenne, qu'est-ce que ça change dans le métier, de banquier d'affaires, à la fois en interne avec les équipes, aussi en externe avec les clients? Alors c'est, pour les équipes, c'est une super perspective parce que finalement on rejoint quelque chose de plus large, il y a plus de diversité culturelle, et puis en même temps on voit que c'est là que va le marché. Donc tout ça, c'est à la fois, assez excitant et finalement plutôt rassurant parce que, c'est la direction qu'il faut prendre. Pour les clients, ça permet d'avoir un accompagnement qui est plus international, donc on est plus crédible. Et quand on est également plus nombreux et sectorisés, on est aussi plus pertinent, au niveau international, sur des opérations, cross-border et donc ça attire, ça appelle au développement, et c'est plutôt sympa. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de gérer une équipe qui est multiculturelle, qui est dans différents, enfin qui a différentes origines, qui a différentes langues, et pour ça il faut créer de l'unité. Il faut créer une culture d'entreprise qui va au-delà de ses frontières, au-delà de ses différences, culturelles, et ça on l'a fait, en fait très, très tôt. On a créé un programme qu'on appelait à l'époque la Capitalman Academy, et dans lequel on formait, les jeunes par classe d'âge, dès qu'ils rentraient chez nous. Mais de manière complètement, transverse au pays. Ce qui veut dire que les jeunes se retrouveraient vraiment ensemble, et ça, c'est la base et c'est le socle, en fait, d'une équipe qui apprend à se connaître et qui grandit ensemble. Ensuite, quand on s'appelle, on se connaît. Voilà, donc il y avait, un mélange de différents programmes de formation, dont 3 jours qui se terminaient à l'époque par la fête de la bière en Allemagne, Sympathique, ce qui permet de créer de créer du lien. de créer du lien. Voilà, et sur des équipes plus seniors, la collaboration sectorielle, ça permettait également de créer, de l'unité, et c'est là-dessus, en fait, qu'on a réussi à aller cimenter quelque chose qui était cohérent et où, à la fois, il faut savoir garder ses spécificités, locales, mais fonctionner, de manière unie, cohérente, pour pouvoir, en fait, bien accompagner ses clients. Alors, vous avez déjà expliqué dans une précédente prise de parole que le développement de Capital Mind s'était construit sur 2 grands piliers. D'un côté, l'écoute des clients, de l'autre, la construction d'une équipe, stable, engagée, soudée. Pourquoi ces 2 dimensions sont-elles déterminantes aujourd'hui, quand on veut faire du M&A? Alors, il faut pas oublier que le M&A, c'est un métier de conseil, et quand on fait du conseil, finalement, on a 3 choses. On a, des clients, des équipes et des bureaux. Heu et notre actif et ce qui fait que ça fonctionne, c'est la qualité de nos équipes et la qualité des équipes, c'est chacun pris individuellement avec ses qualités propres. Il faut qu'on ait des gens qui soient bons, mais c'est aussi, c'est comme une équipe de foot. Il faut savoir travailler ensemble. Et plus vous apprenez à vous connaître et mieux vous passez la balle, plus vous distribuez le ballon au rugby, plus vous êtes soudés, en fait, plus vous êtes forts. Et donc au-delà de la qualité des personnes, c'est important de créer un collectif, qui se retrouve dans des valeurs, qui se retrouve dans un projet, et qui va de ce fait-là s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est, je pense, la plus grande fierté, c'est aujourd'hui dans l'équipe à Paris, il y a 8 associés, il y en a 6 qui ont commencé en stage dans la boîte. On n'a jamais eu de départ d'associés et donc on a vraiment eu cette stratégie de faire grandir, l'équipe, avec l'entreprise et de faire grandir l'entreprise avec l'équipe. Et ça permet à la fois de bien servir ses clients parce qu'un cycle M&A, c'est, 4-5 ans.
Ce qui veut dire que si l'équipe, elle tourne, tous les 3 ans, bah, en fait, à chaque fois, vous changez d'interlocuteur, vous perdez ce client. Or, quand vous avez une équipe qui fonctionne bien, qui connaît une boîte, qui connaît les clients dans lesquels vous avez établi une relation de confiance, si cette équipe, elle est capable d'accompagner le client dans la durée, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment construit notre structure, c'est-à-dire avoir une vraie équipe et des clients qu'on essaye d'accompagner, non pas sur une opération one shot où l'objectif c'est de faire un deal le plus rapide, le plus rentable, quel que soit l'intérêt du client, mais plutôt de défendre l'intérêt de nos clients pour s'inscrire dans la durée, pour faire des opérations qui fonctionnent, pour avoir des sociétés qui grandissent, et de ce fait-là, d'être capable ensuite d'aller faire l'opération suivante. Et aujourd'hui, 70% de notre activité, ça consiste à travailler pour d'anciens clients qui nous font retravailler, même si on fait 80% à la vente et sur des opérations de LBO. Sur les 2 dernières années, par exemple, on a fait 20% de croissance. Donc ça veut dire que on fait quasiment notre chiffre d'affaires de l'année précédente avec d'anciens clients et notre croissance sur de nouveaux clients. Et ça permet d'avoir un socle fort dans un métier qui est un métier qui est exigeant, qui est un métier qui est très concurrentiel, qui est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et c'est ce qui nous a permis de construire notre boîte et à la fois de la faire grandir et réussir, mais au-delà de ça, qu'on puisse chacun s'épanouir dans ce cadre-là. Parce que quand on passe 12 heures par jour au bureau, c'est tellement plus agréable de le faire en confiance avec des gens avec lesquels on se retrouve, avec des gens dont on respecte aussi les différences, parce on est surtout pas des clones. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de faire vivre l'entreprise pour la faire grandir. Parlons maintenant d'une transition importante pour Capital Mind. On est en 2021 et Investec entre au Ouais. capital de Capital Mind en prenant une participation d'abord minoritaire de 30%. Et en 2023, le rapprochement s'accélère. Investec prend une participation majoritaire avec 60% du capital et les 40% restants dans les mains des actionnaires associés de Capital Mind. Alors pour donner un peu de contexte à nos spectateurs auditeurs, Investec, c'était un groupe bancaire international fondé en 1974 à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui est coté à la fois à Johannesburg et aussi à Londres et qui est présent sur 3 grands métiers, le financement des entreprises, le conseil et la gestion de patrimoine. Comment s'est construit au départ cette relation entre Capital Mind et Investec? Alors, en fait, ça remonte à 2017 ou 2017, donc l'Allemagne nous rejoint en 2016. On commence à avoir un socle en Europe continentale qui fonctionne bien et on se dit: «On a besoin, de trouver un partenaire qui nous permet d'adresser l'Asie, l'Amérique du Nord et plus généralement l'international, hors Europe». Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des échanges avec Investec. À ce moment-là, on se trouve extrêmement complémentaires parce qu'Investec, c'est présent en Angleterre, en Asie, aux États-Unis et en Afrique. C'était pas du tout présent dans les métiers de M&A en Europe continentale. Culturellement, c'est quand même très proche par rapport à la vision métier que peuvent avoir, par exemple, des acteurs américains. C'est une vision très européenne et donc avec une bonne compréhension de ce que peut être la diversité des différents pays européens. Donc on fait une alliance à ce moment-là qui est pas du tout capitalistique, mais dans lequel on se dit, «Il faut qu'on travaille, pour avoir un coverage global, comme si on était, une seule structure». Et donc très vite, on a nos équipes sectorielles qui se connectent et qui travaillent ensemble, de façon assez étroite. On commence à faire pas mal de deals, de deals ensemble. Ils voient à ce moment-là notre programme, Capital Mind, Academy, et ils disent: «Ah, bah, ça a l'air super intéressant». Donc en 2017, ils envoient 3 jeunes, et qui rentrent à Londres et qui disent: «Ah, en fait, c'est super». Et donc à partir de 2018, on se retrouve avec tous les jeunes d'Investec en M&A, qui rejoignent notre programme de formation. Et donc tout ça, ça crée du lien et finalement, on commence à fonctionner, de manière pas très différente avec Investec, entre nos différents pays. Et puis, on se dit que ça fait du sens d'aller un peu plus loin. À partir de 2019, on organise nos séminaires européens, ensemble.
Donc c'est toute l'équipe, à la fois toute la partie back office, et toutes les équipes de l'analyste jusqu'aux associés, qui se retrouvent pendant 2 jours et demi dans un pays européen. Et donc on fait ça à ce moment-là. Et puis on crée également une conférence sectorielle mondiale avec tous les pays à partir de là. Et donc finalement, on commence à travailler de façon très intégrée. Au moment du Covid, on se dit, mais en fait, on fait tellement de choses ensemble, il faut qu'on coordonne ça un petit peu mieux. Et on crée à ce moment-là un virtual board qui a finalement fonctionné comme si on était un board opérationnel, mais sans lien juridique. Et en fait, ça marchait hyper bien. Et on était toujours d'accord, on construisait quelque chose qui marchait. Et donc, quand l'opération s'est faite en 2021 et puis en 2023, en fait, ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. Et en fait, l'intégration a été réalisée préalablement au deal, ce qui est assez rare, mais ce qui est une assez bonne façon de faire. Et de ce fait-là, quand on fait l'opération de 2023, ça n'a pas d'impact pour les équipes, ça ne change pas la manière dont ça fonctionne au quotidien. Par contre, ça projette tout le monde dans un univers un peu plus large. Et donc, on a notamment les jeunes qui font des échanges sur les bureaux. On a accueilli une jeune sud-africaine. Enfin, on a de ce fait-là continué à élargir, à élargir notre manière de fonctionner, mais tout en gardant aussi cet aspect très entrepreneurial que l'on a depuis le départ. Et donc, on est actionnaire, les associés à hauteur de 40%, et on est dans un équilibre qui fonctionne bien et dans lequel on essaye de tirer le meilleur des deux mondes. Alors, on a bien compris que l'intégration avait été progressive et même avant le deal. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule où vous vous êtes dit: «OK, je suis convaincu que c'est avec Investec que je veux poursuivre, l'aventure Capital Mine»? Bah, une anecdote, mais qui est assez emblématique de la manière dont Investec peut réfléchir. Donc Investec, c'est une structure assez importante. Il y a 8000 collaborateurs chez Investec. Mais par exemple, ils se sont dit que notre CRM était beaucoup plus performant pour les métiers M&A que le leur, alors que nous, on était une centaine de collaborateurs dans notre équipe. Donc ils ont déployé notre CRM sur leur M&A. Et si vous projetez ça sur ce que peut être une banque institutionnelle française ou européenne, ça a assez peu de chances d'arriver. Mais c'est une anecdote, mais c'est assez emblématique de l'ouverture d'esprit et de la manière dont ils approchent le sujet. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de difficulté d'intégration, et qu'on a ce bon équilibre entre l'intégration et l'indépendance. Par exemple, la structure M&A n'est pas soumise à la compliance bancaire, ce qui est un sujet essentiel dans la manière de fonctionner, surtout quand on est entrepreneur. Et il y a aussi un changement d'identité puisque, du coup, le nom devient Investec Voilà. Advisory avec notamment le zèbre qui est, l'un des emblèmes d'Investec. Est-ce que vous nous racontez un petit peu, Tout à fait. l'histoire Donc de en ce fait, zèbre qui est derrière nous? le zèbre, en fait, c'est l'emblème d'Investec, parce que, le zèbre, c'est sud-africain. Et les racines d'Investec sont en Afrique du Sud. Voilà. Après, c'est un animal qui se reconnaît. Chez Investec, on dit out of ordinary, c'est-à-dire l'idée, c'est de penser out of the box, aussi d'être extrêmement agile, comme le zèbre. Le zèbre, c'est aussi un animal qui est le seul équidé qui ne peut pas être dompté. Donc en même temps, on reste indépendant et véloce. Il y a beaucoup d'agilité et le zèbre, c'est aussi un animal qui est très intelligent. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'être intelligent, d'être agile, de pas s'enfermer, de penser, de penser sans conflit d'intérêt, out of the box, pour essayer d'offrir le meilleur service à nos clients et de les accompagner de la meilleure manière. L'objectif d'Investec Advisory est, de créer une plateforme intégrée de conseil, à la fois en M&A et en financement, dédiée, au marché mid-market. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui, Investec Advisory et votre positionnement sur le marché?
Oui, donc sur l'équipe en France, donc on a une quarantaine de collaborateurs dans l'équipe. On a un positionnement mid-market très orienté sell side. Donc on fait 80% de nos opérations soit en vendant des entreprises à des acquéreurs stratégiques, soit en vendant des entreprises à des fonds d'investissement dans le cadre d'opérations de LBO. On a une clientèle qui est assez diversifiée et on veut volontairement essayer de conserver un peu ces équilibres. On a un tiers de nos clients qui sont des entrepreneurs, dont une part significative a un fonds minoritaire au capital, mais c'est l'entrepreneur qui décide. On a un tiers de nos clients qui sont des fonds majoritaires et on a un tiers de nos clients qui sont soit des corporates, soit des groupes familiaux, donc qui ont une manière de fonctionner différente, mais c'est ce qui permet aussi de faire des opérations qui fonctionnent entre ces différents acteurs. Voilà. L'année dernière, sur l'équipe ici à Paris, on a réalisé 35 opérations. Le gros de nos opérations, c'est des opérations entre 30 et 400 millions d'euros, donc sur une fourchette un peu large. L'année dernière, on a réalisé 3 opérations de taille plus importante au-delà de cette fourchette, qui sont de l'accompagnement client dans la durée. Voilà. On a une organisation donc qui est sectorisée, donc on a 6 grandes équipes. On a une équipe qui fait du business services, donc tout ce qui est services professionnels, une équipe qui fait de l'industrie, qui fait vraiment de l'industrie tech et à forte valeur ajoutée, une équipe qui fait de la tech et de l'IT, une équipe qui fait de l'agroalimentaire, une équipe qui fait du consumer et une équipe qui fait de la santé. Vous êtes à la croisée de 2 modèles, les, banques d'affaires, internationales et les boutiques indépendantes entrepreneuriales. Comment, Investec Advisory se différencie de ces 2 univers? Bah, on essaye de prendre un peu le meilleur des 2, c'est-à-dire que quand on regarde notre environnement concurrentiel, on a des boutiques qui sont très locales, mais dans lesquelles il y a beaucoup d'implications seniors, dans lequel il y a beaucoup d'agilité. Et bah, c'est de là, on vient de là et on essaye vraiment de capitaliser là-dessus. Et puis c'est qui on est, donc c'est pas très difficile de continuer à l'être. Et puis d'autre part, bah, on bénéficie d'une organisation qui est internationale, mais notre projet, il a été international déjà très tôt. Il a déjà été international très tôt, donc c'est un vrai facteur de différenciation par rapport à un certain nombre d'acteurs concurrents directs sur le marché français, qui peuvent être très franco-français. Et c'est un modèle et une approche qui est extrêmement différente des boutiques américaines. Et on a la chance pour ça d'avoir un groupe qui est un groupe qui vient principalement en fait d'Afrique du Sud et d'Angleterre, et c'est des réalités de marché qui sont très comparables à ce qui peut se passer en France, en Allemagne, au Benelux, en Italie ou dans les différents pays européens. Et donc ça fonctionne vraiment bien. Le modèle américain du M&A, il est très différent. Il est très différent parce que le marché est beaucoup plus grand, parce qu'un Européen considère qu'il fait du conseil, un Américain, c'est un broker. Ça veut un peu tout dire. Et parce que les fees aux États-Unis sont aussi significativement plus élevés. Donc un actionnaire américain, il a du mal à faire rentrer des acteurs européens dans ces cases, parce qu'en fait, on est plusieurs pays avec différentes cultures, avec des marchés locaux qui sont différents. Et ça fonctionne, ça fonctionne de façon extrêmement fluide avec nos actionnaires. Investec Advisory combine une présence locale et une expertise sectorielle globale. Alors d'un côté, la présence locale, la boutique est présente évidemment en France, mais dans d'autres pays européens, en Allemagne, au Benelux, au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Suisse et Oui. aussi dans le reste du monde, Amérique du Nord, Asie, Afrique, on en a parlé. Et de l'autre côté, il y a une expertise sectorielle globale avec des compétences fortes dans les verticales que vous avez mentionnées, par exemple. Euh, Pourquoi cette combinaison entre ancrage local et expertise sectorielle globale est-elle essentielle dans le M&A aujourd'hui? Bah, dans le M&A, il faut voir que le marché, il est d'abord local, dans le sens où la décision de faire travailler une équipe, c'est de faire travailler une équipe locale, parce qu'il y a des problématiques de langue, il y a des problématiques juridiques et fiscales qui sont propres au pays, il y a la problématique d'un écosystème de la transaction qui est finalement assez local. Et donc c'est extrêmement important d'avoir des équipes qui soient fortes et reconnues localement, parce qu'un acteur mondial mais qui n'est pas reconnu localement, il ne sera jamais retenu.
Donc le business, il se fait d'abord de manière locale, mais ensuite, à partir du moment où c'est acquis, c'est extrêmement important d'avoir une équipe sectorielle globale. Parce qu'un secteur, il fonctionne pas localement, il fonctionne mondialement. Il y a Et pas de donc c'est frontières dans le c'est c'est secteur. très important, Mmh. très important de ce fait-là de pouvoir se projeter, dans cet univers sectoriel et donc de savoir, dans tous ces groupes, qui se développent, aux États-Unis, en Europe, en Asie, bah, quelles sont leurs problématiques? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et qui contacter? Comment, se prennent les décisions? Et ça, c'est une énorme force. Donc il faut vraiment qu'on puisse combiner les 2. Et donc si je prends certains secteurs, par exemple, dans lesquels je suis, personnellement, beaucoup impliqué, bah, en fait, je connais beaucoup de dirigeants européens, je connais des dirigeants américains. Et ça, ben, ça permet de dire, ben, en fait, cet acteur-là, c'est pas une bonne idée de le contacter parce qu'il est en train de faire telle opération. Tel acteur, c'est pas une bonne idée parce que, bah, en fait, ils sont toujours très intéressés, mais ils payent pas. Ces acteurs-là, ben, c'est un acteur très intéressant, mais en termes de modèle culturel et d'intégration, c'est pas forcément compatible. Et puis à l'inverse, ben, tel acteur que vous voyez pas forcément, ben, en fait, il cherche à se développer de cette façon-là. Culturellement, en termes de fit et de complémentarité, ça peut très bien se passer, et donc ça vaut le coup de rencontrer en amont le dirigeant et donc d'aller dîner avec le dirigeant, d'un groupe allemand, ou d'un groupe américain en amont d'une transaction, justement pour commencer à préparer ce deal et à faire les choses intelligemment. Et c'est comme ça qu'on apporte vraiment de la valeur. Et si j'étais tout seul sur mon marché français, j'aurais beaucoup plus de mal à le faire. Mais en même temps, j'ai besoin d'être présent localement, pour que ça puisse, pour que ça puisse fonctionner. Quels sont les principaux défis d'Investec Advisory en France dans les prochaines années? Alors il y a on est dans un environnement marché qui est difficile. Il y a une très forte mutation, et une crise assez profonde du private equity. Donc c'est un monde qui va beaucoup se renouveler, et donc ben, à nous de savoir, évoluer dans ce marché. Alors on a la chance dans un marché qui a été compliqué d'avoir fait 2 années avec 20 de croissance, mais continuer à faire de la croissance dans cet environnement de marché, c'est un vrai challenge. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures. Il y a beaucoup de ruptures, notamment liées à l'intelligence artificielle. Alors ça affecte en partie la manière dont on fait notre métier et dont on doit penser notre métier, et on y travaille avec beaucoup d'attention, mais ça affecte beaucoup, nos clients, le business model de nos clients, et le monde de la transaction. Donc c'est également à nous de faire face aux mutations du marché. Après, c'est une vraie révolution, mais il y a 20 ans, on a eu la révolution du monde du web et de l'internet, et il faut savoir évoluer dans un environnement qui est de plus en plus mouvant, qui est, effectivement assez incertain, à la fois au niveau géopolitique, à la fois au niveau de l'impact des mutations technologiques, à la fois, aussi et il faut pas l'oublier, de tout ce qui est, transformation et mutation, environnementale, sur lesquelles on a d'importants défis devant nous. Voilà, et ça, bah, je dirais comme, tout entrepreneur, il faut savoir, dans ces univers, qui sont mouvants, bah, avoir des convictions, faire des paris, et aussi saisir les opportunités parce que ça ouvre aussi, énormément d'opportunités et de possibilités, et c'est très excitant. Alors justement, on parle des mutations, cela fait plus de 25 ans que vous exercez ce métier. Quand on compare le métier à vos débuts et le métier aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Ce qui a pas changé, c'est que à la fin, c'est 80 d'humain quand même, 5 de technique, mais et beaucoup de travail, mais ça, objectivement, ça a pas beaucoup changé. Après, le monde de la transaction s'est énormément professionnalisé. Les premières VDD, elles sont apparues il y a 20 ans. Avant 20 ans, les premières VDD n'existaient pas. Les premières VDD ont été faites en France. Donc c'est un monde qui s'est énormément structuré, qui s'est aussi énormément internationalisé.
heu, qui est aussi beaucoup plus, marqué par le private equity, puisque sur 20 ans, en fait, bah, il y a eu une émergence très importante du private equity. Il y a eu, beaucoup de maturité dans l'univers de la transaction, puisque les groupes se sont équipés. Le private equity a aussi appris des différentes crises. Et puis le monde du conseil, c'est énormément, c'est énormément structuré, et ça a été d'ailleurs un environnement qui a été très favorable. Enfin le conseil dans la transaction au sens large, hein, stratégique, avocat, VDD financière, et cetera. Enfin tout, ça a été extrêmement favorable, comme la M&A. Voilà, donc on est sorti, enfin, je dirais, on a eu 10 ans de croissance ininterrompue, euh, entre 2013 et 2023. Ça a été vraiment une période extrêmement bénéfique et faste pour l'univers de l'entrepreneuriat. Depuis l'été 23, le marché est stable, mais ça repartira. Et donc, il faut se préparer pour être fort au moment où ça repart, pour continuer à gagner de belles positions. Je rebondis sur, l'intelligence artificielle que vous avez déjà, mentionnée. En quoi l'IA a déjà commencé à transformer la manière dont on fait du M&A en tant que banque d'affaires conseil? Et comment vous pensez que ça peut évoluer, sans faire de prospective évidemment, dans les prochaines années? Alors, ça commence tout juste à transformer les métiers de M&A, à la fois sur toute la partie information, et ça va enfin impacter l'ensemble de l'univers de la transaction. C'est-à-dire, le conseil en stratégie, le conseil financier, transactionnel type, audit, VDD, et cetera. C'est aussi des métiers qui vont être extrêmement impactés par l'IA. Voilà, donc nous, on a un vrai sujet à la fois dans la gestion de nos process, dans l'optimisation de nos process, heu et d'en savoir et de voir comment est-ce que grâce à l'IA, on va pouvoir, leverager la connaissance. Alors, c'est la continuité, hein, de ce qu'on a fait, en déployant un CRM assez puissant, donc ça va être un vrai accélérateur. On en est au début, et ce qui est incroyable, c'est que l'IA d'aujourd'hui, offre des possibilités complètement incroyables par rapport à l'IA il y a 3 mois, et encore plus l'IA de la 6 mois, et cetera. Donc il y a plein de choses devant nous. On ne sait pas jusqu'où ça va, mais c'est clair que ça va structurer, notre métier, mais surtout beaucoup de choses dans les services B2B, dans l'industrie, de manière générale. J'ouvre une partie consacrée au recrutement, qui intéresse beaucoup notre audience Oui. évidemment. Chez Investec Advisory, quand vous, recrutez des stagiaires ou des jeunes analystes, qu'est-ce que vous recherchez en priorité? Alors, peut-être pour expliquer, notre processus, la façon dont ça fonctionne, on recrute en fait, 4 à 5 stagiaires tous les 6 mois. On les recrute à date fixe, c'est-à-dire au début janvier et début juillet. Pourquoi est-ce qu'on les recrute, à date fixe? C'est parce que ça nous permet de les former et de les intégrer comme une promo. Alors que si on recrute des stagiaires, tous les mois ou tous les 3 mois, en fait, on va pas bien les intégrer. Donc les stagiaires, quand ils rentrent chez nous, ils ont un vrai programme de formation, d'accompagnement, et ils sont gérés en promo, pour qu'on puisse bien les accompagner et leur permettre de faire un stage intéressant. Donc malheureusement, ceux qui cherchent des stages pour, des périodes qui ne sont pas des périodes de 6 mois sur le premier ou le deuxième semestre, ça colle pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour nous, recruter des stagiaires, c'est pas aller chercher de la ressource, c'est un gros investissement, parce que, nos stagiaires sont nos équipes de demain. On recrute quasiment jamais d'analystes, on ne fait que recruter nos stagiaires. On doit avoir 90 de l'équipe qui a commencé en stage chez nous, et on a quelques règles assez simples. C'est tous les stagiaires qui sont au bon niveau, et qui s'inscrivent dans le projet de l'entreprise avec le bon ADN, on les recrute. Et donc sur, une promo de stagiaires, généralement, on a 3 ou 4 stagiaires en fin d'études et un stagiaire, qui est en césure.
bah, si on a 3 stagiaires qui sont top, on va les recruter. On n'est pas dans la réflexion de dire on planifie un besoin en poste, etc. Mais de se dire, en fait, quand on a les bons talents, qu'on a appris à travailler ensemble et que ça se passe bien, on y va. Voilà. Donc quelqu'un qui vient en stage chez nous, c'est quelqu'un donc qui a plutôt un profil de fin d'études et la promesse, c'est que, bah, si ça se passe bien, on va le recruter et c'est pas dépendant de décisions de groupe ou de politique de recrutement, c'est le principe. Voilà. Donc par exemple, à la dernière session, on a recruté 3 personnes dans un marché qui recrute pas, Mmh. mais on a recruté 3 personnes et on est très content et ça se passe très bien. Et finalement, comme on a appris à se connaître, on fait beaucoup moins d'erreurs que quand on va recruter quelqu'un qu'on connaît pas. Sachant qu'on va chercher des qualités qui sont des qualités techniques, mais on va aussi chercher de l'engagement et des qualités humaines avec des gens qui s'inscrivent dans l'ADN, c'est-à-dire, ben, des gens qui mettent, en priorité aussi le collectif, puisqu'on est dans un métier qui est très individualiste dans sa culture et donc le collectif, c'est très important. Des personnes qui savent vivre en groupe, parce qu'en fait, quand on vit ensemble toute la journée, c'est tellement plus agréable d'avoir des gens, qui prennent soin de vous plutôt que d'avoir des gens qui en ont rien à faire. Voilà et donc l'état d'esprit est aussi extrêmement important, au-delà des compétences techniques et de l'envie de faire ce métier. C'est bien d'avoir des compétences techniques, c'est bien d'avoir des compétences humaines, mais il faut aussi avoir la curiosité de découvrir des métiers différents, de bien servir des clients, de faire cet effort, je dirais, en continu, parce que c'est comme ça qu'on progresse, qu'on crée des compétences, et que ça fonctionne. Alors vous parlez de l'envie, vous insistez beaucoup sur, la projection dans la durée. En entretien, comment, on peut évaluer un candidat qui veut vraiment construire? Comment on identifie un candidat qui veut construire dans la durée, dans le métier, plutôt qu'un étudiant qui veut juste une belle ligne, sur le CV? C'est difficile, mais enfin, c'est difficile et on se trompe. Après, l'intérêt de recruter des stagiaires, c'est que c'est une manière d'apprendre à se connaître et puis, ben, certains peuvent ne pas se retrouver dans le projet de la boîte. D'autres, c'est nous qui avons trouvé qu'on les retrouve pas vraiment dans le projet de la boîte, mais au moins ça permet ensuite de partir ça permet de partir sur des bonnes bases. Voilà. Après, de ce fait-là, il y a 3 étapes à l'entretien. Il y a un premier entretien qui est un entretien de prise de connaissance et je dirais plus de personnalité. Un deuxième entretien qui est un cas pratique, dans lequel on va tester des compétences techniques, la manière dont les personnes réfléchissent et puis surtout comment elles se confrontent à la difficulté. C'est normal, hein, quand on est jeune de pas tout savoir, mais justement la manière de gérer ces situations, elle est importante. On attend que quelqu'un qui sache pas pose des questions, qui cherche à comprendre. Et puis, s'il se trompe, c'est pas grave. On peut se tromper une fois, faut pas se tromper 1000 fois. Après, ça devient compliqué. Mais en tout cas, c'est ça le processus d'apprentissage. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va regarder. Et puis ensuite, on a un peu un entretien de validation. Et puis dans la manière de faire passer le projet, ça implique en fait toute une équipe interne chez nous qui sont en fait, des jeunes et des moins jeunes qui font le métier, et donc qui échangent à ce moment-là avec les stagiaires et puis ensuite, c'est comme c'est eux aussi qui les font travailler. Tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien, heu et heu et on essaye de faire au mieux. Voilà. Vous avez battu une équipe, où la formation des talents et le développement des talents est primordial et vous l'avez rappelé, 90 des collaborateurs et associés ont débuté comme stagiaires, dans, la structure. Alors d'abord, c'est quoi le bon état d'esprit pour, réussir, durer, construire, chez Investec Advisory? Et ensuite, comment la boutique, heu, parvient à, motiver, ces jeunes talents et les garder justement dans la durée? Alors la motivation et comment garder les talents, c'est, proposer des jobs intéressants, proposer des possibilités d'évolution, avoir une vie d'équipe, qui fonctionne bien,
Comme disaient les Anglais, work hard, play hard. Donc, on est les champions du monde du séminaire. Quand on fait notre budget, on emmène toute l'équipe au ski. On fait un séminaire avec toutes les équipes Europe au mois de mars. On fait un séminaire équipe France au mois de juin, au mois de juillet. Enfin voilà, on essaye de passer du temps ensemble et de faire plein de choses et de construire. Voilà. Et puis c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'engagement. Et cet engagement, il est récompensé par le fait de reconnaître les gens dans leur travail. Et le fait qu'un client soit content et vous fasse retravailler, en fait, ça veut dire que chacun a bien fait son job. Et chacun a bien fait son job, c'est un job d'équipe. Et c'est hyper, hyper important dans la motivation des équipes. Et puis, il y a l'implication interne. Chaque personne chez nous a, en dehors de son job principal qui est de faire des opérations, a un job en interne qui participe en fait à la construction de la boîte. Et donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui font que ça fonctionne. En dehors du sujet, bien entendu, de rémunération. Mais la rémunération, c'est pas ce qui fait que vous allez garder les gens. Bien sûr, si vous les payez pas au niveau du marché, il y a forcément un moment un problème. Mais c'est pas ça qui fait que vous allez durer. Quel est le conseil que vous donneriez, à un jeune qui nous écoute, et qui, souhaite commencer sa carrière, en M&A et pourquoi pas chez Investec Advisory? Le conseil, c'est de se donner à fond et de prendre du plaisir. Et que s'il se rend compte qu'il prend pas de plaisir à faire ce métier-là, il faut qu'il y réfléchisse à aller faire autre chose. Parce que comme c'est un métier qui est très engageant, c'est un métier dans lequel il faut aussi qu'on prenne du plaisir et qu'on ait envie, qu'on ait envie le matin d'y aller. Après, c'est un métier qui est passionnant parce que quand vous êtes jeune, vous êtes en contact avec des dirigeants de boîtes, avec des gens qui ont fait des parcours qui peuvent être assez extraordinaires. C'est des métiers dans lesquels il y a un peu d'adrénaline. Donc, on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Heu, Bah, vous, Michel Deric, vous en prenez du plaisir parce que ça fait 25 ans, même plus, que vous faites ce métier. Heu, c'est quoi la recette pour durer dans un métier aussi exigeant? Et je prolonge la question, le métier, il change avec le temps. Au début, on est davantage tourné vers l'exécution, même si vous avez fondé directement votre boutique, donc il y avait déjà cette partie d'origination. Après, on va, s'occuper de la relation commerciale et puis on finit peut-être à des postes plus de dirigeants. Comment ça change et comment on dure? Bah, en fait, c'est un métier dans lequel justement, comme ça change, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on a et c'est, et en soi, pour le coup, c'est très intéressant. Après effectivement, le passage le plus difficile dans le M&A, c'est de passer de l'exécution à la position d'associé, dans lequel il faut effectivement, enfin originer des opérations, mais créer cette relation de confiance, et de conseil avec le client. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais moi je considère que c'est mon job. Mon job, c'est d'accompagner justement des jeunes qui commencent à maîtriser parfaitement l'exécution, pour, leur permettre de devenir associé et de devenir beaucoup plus autonome dans des opérations. Et c'est gagnant-gagnant parce que c'est ce qui permet de faire grandir la boîte et en même temps, c'est ce qui permet de passer un cap et de se projeter et de grandir. On arrive, à la fin du podcast, mais il reste encore une partie traditionnelle, une partie qui s'appelle le quiz du Career Insight où je pose des questions courtes et vous avez des réponses courtes aussi. OK. Un mot pour décrire Investec Advisory. Out of ordinary. La principale qualité pour exercer ce métier. L'écoute, l'envie, la curiosité. Votre meilleur souvenir professionnel. Voilà, j'en ai trop. Un bon souvenir alors. Bah, c'est des souvenirs qui sont sympas. On a par exemple accompagné, une entreprise, on a aidé un dirigeant à reprendre une boîte en 2006, une société qui s'appelle Silpa et puis on a accompagné sur 5 opérations de LBO.
Et puis sur la session au groupe Fauché l'année dernière. Et c'est une très belle histoire humaine d'accompagnement, ou l'accompagnement du groupe Gorgé, pour qui j'ai fait ma première opération avec Raphaël en 2003, avant qu'il rejoigne son père. Et on a fait une opération tous les ans depuis 2006, dont une très belle opération sur Excel Technologies, qui est un des fleurons de la défense française. Votre pire souvenir professionnel? Je les oublie. Vous en avez déjà parlé, mais le deal qui vous a le plus marqué ou le client qui vous a le plus inspiré? En fait, ce qui est très sympa, c'est d'avoir plein de gens inspirants autour de nous. Et donc il y en a pas un. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté du métier. Si vous n'aviez pas été, banquier d'affaires, qu'est-ce que vous auriez fait? Grande question. J'ai jamais voulu être banquier d'affaires, donc Et vous je vouliez suis un faire peu quoi quand vous ici par étiez jeune? hasard. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je pense que ça ressemble à plein de jeunes qui sont en école de commerce ou en école d'ingénieur. Alors la dernière question, le conseil que vous donneriez, au jeune Michel Degris qui était étudiant à l'ESSEC, à la fin des années 90? Surtout monte pas une boîte de M&A. Merci Michel Degris. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers, et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.